le mardi 17 mai 2005, il y a un post qui sort sur un de ces vieux blogs d'un internet qu'on connaît plus trop de nos jours. Le sujet, des cas de maltraitance infantile dans des installations militaires. Mais en vrai, le post lui-même, on s'en fout un petit peu. Ce qui nous intéresse, c'est les commentaires. Parce que dans ces commentaires-là, on va retrouver quelque chose qui restera au cœur d'un des mystères des plus étranges de son genre. Je vous souhaite la bienvenue dans ce deuxième volume des obscurités d'Internet, un concept complètement repompé sur Nick Crowley où je vous parle de cas liés, de près ou de loin, à Internet. Justement, aujourd'hui, on va parler de l'affaire Chris Morris. Vous allez peut-être péter un câble en entendant parler si c'est la première fois. Comme moi, j'ai absolument pété une durite. Ensuite, il y aura un sujet un peu plus court, d'étranges spams de mails envoyés par une certaine Tuts Honeychurch, une anomalie totale. On enchaînera avec un des sujets des plus flippants que j'ai jamais traité sur la chaîne. Je pense vraiment pas que ça impactera tout le monde comme moi ça m'a impacté étrangement, mais ça concerne une chaîne YouTube. J'en dis pas plus pour l'instant. On terminera enfin sur un cas glauque, répugnant, concernant l'un des utilisateurs, voire l'utilisateur, selon certains, le plus répugnant de l'histoire de 4chan. Il y aura potentiellement aussi un sujet surprise, je sais pas, je lâche ça comme ça. Si un sujet vous plaît pas, quittez pas la vidéo, passez juste au sujet suivant. Il y a des sujets pour tout le monde, je vous le garantis, et ce serait dommage d'en rater un qui pourrait vraiment vous intéresser. On reprend maintenant là où on s'est arrêté. Je vous préviens, ce que vous vous apprêtez à voir, à entendre, ce n'est pas une creepypasta. On revient en 2005 sur ce blog, sur ce post et dans cette section commentaires pour lire le commentaire qui va débuter une gigantesque incompréhension qui dure encore jusqu'aujourd'hui. J'ai longtemps habité à Wichita Falls au Texas avant de retourner en Oklahoma. La base aérienne de Shepherd s'y trouve justement et il y a quelques années, un jeune garçon, je me souviens pas de son âge exact, 5 à 7 ans peut-être, a été retrouvé dans le lave-vaisselle de sa maison qui se trouvait à l'intérieur de la base aérienne. Il avait été agressé sexuellement, torturé, assassiné, avant que son corps ait traversé un cycle complet dans le lave-vaisselle. Les autorités pensent que le tueur a fait ça pour effacer les preuves. Après le premier rapport qui est paru uniquement localement, rien d'autre n'a jamais été rapporté à ce sujet. Je sais pas trop pourquoi je laisse ce commentaire, c'est juste que cet article m'a fait penser à ce cas, j'imagine. Que Dieu veille sur les enfants. En réponse à ce commentaire, on peut en trouver d'autres qui finiront par déranger. Par déranger énormément quand vous comprendrez un peu mieux ce qui se passe. Bonjour à tous, je suis la cousine de Christopher Morris, l'enfant décédé dont tu parles. Je m'appelle Brittany Scholz, je suis aussi à la recherche de toute information sur l'affaire. Si quelqu'un apprend quelque chose de nouveau, contactez-moi sur Facebook ou envoyez-moi juste un mail à brit3_06@yahoo.com parce que le meurtre de mon cousin n'a toujours pas été résolu. La structure du message est étrange, tout paraît assez peu sincère, surtout quand on remarque que il y a 3-4 autres commentaires qui ont l'exacte même structure et qui clament être des amis, la famille, des connaissances de Christopher Morris, tous à la recherche d'informations sur ce qui lui est arrivé. Au total, on comptera près d'une 30aine de commentaires, tous ayant un rapport direct ou indirect avec Chris Morris. Mais surtout, à l'époque, ce blog, c'est l'unique source d'informations sur l'affaire. Ça, déjà, c'est fou. Mais ce qu'il est encore plus, c'est qu'on va devoir attendre 2019 pour qu'un post Reddit ressorte le nom de Chris Morris pour la première fois depuis 2005 et pour la deuxième fois depuis sa supposée mort en l'an 2000. Ce post Reddit, il contient quelques informations supplémentaires qui rendent l'affaire encore plus étrange.
Christopher Morris, il avait 11 ans au moment de sa mort et non pas 5 à 7 ans comme le premier commentaire le disait. C'est son père qui a découvert le corps en rentrant du travail quand il a vu que les rails du lave-vaisselle étaient par terre pour une raison ou une autre. Du coup, évidemment, il a trouvé ça étrange. Il a donc ouvert le lave-vaisselle pour remettre les rails en place et c'est là qu'il a découvert le corps nu de son fils mort à l'intérieur. Finalement, apparemment, il y aurait eu un article local publié à l'époque des faits, donc en 2000, au sujet de Chris Morris qui a foutu un sacré bordel. Plusieurs agences se seraient battues pour savoir qui allait prendre l'affaire en charge. Parmi ces agences, il y avait même le FBI. Ce poste-là, sorti en 2019, c'est celui qui va ouvrir l'affaire à un tout nouvel horizon. Plein de gens vont tomber sur le post, le commenter en disant que c'est horrible, que les commentaires sur le blog dont on a parlé sont franchement bizarres, et surtout que, comme on l'a déjà dit, c'est absolument pas normal qu'il n'y ait aucune info nulle part sur ce cas. Mais ces questions qui naissent dans la tête des gens, elles les poussent justement à fouiller partout où ils le peuvent. Rien que dans le post, il y a un détail hyper important que beaucoup de gens vont relever. Il y aurait eu un article local sur le cas. Du coup, peu de temps après la publication du post, une utilisatrice partage une trouvaille. Un truc passé presque inaperçu d'ailleurs à l'époque, et pourtant, ça aurait vraiment pas dû. Trois articles qui parlent bel et bien de la mort de Christopher Morris. Mais les articles en question, ils en parlent de façon tellement étrange et tellement floue que c'est là que j'ai sincèrement commencé à me dire que certaines informations nous sont volontairement cachées par un groupe de personnes ou par des instances puissantes, peu importe. Le premier article qu'elle a trouvé, il est paru le 5 avril 2001 dans le journal Informer Story. Et franchement, on peut à peine appeler ça un article, c'est vraiment un tout petit encadré, à peine quelques lignes, qui parle d'un projet commémoratif pour Christopher Morris et Rachel Finlay, une autre élève décédée de son école. C'est tout. Aucune info sur sa mort, sur ce qui s'est passé. C'est juste un projet d'hommage pour deux jeunes élèves qui sont morts. Le deuxième article, lui, date du 6 octobre 2000 et a été publié dans le Shepherd Senator. Celui-là, il est un peu plus intéressant. Il mentionne en effet explicitement, mais brièvement, le décès de Chris Morris, avant de basculer complètement pour finir par parler de santé mentale chez les enfants. Donc, encore une fois, rien sur les circonstances du décès de Chris Morris, c'est absolument vide. Il s'agit juste d'un texte flou qui parle de lui et qui sert uniquement de prétexte pour parler de santé mentale chez les enfants. Mais celui qui est le plus troublant, tout en étant celui qui en dit bizarrement le plus, c'est le troisième article paru le même jour, le 6 octobre 2000, dans le même journal que l'article précédent. Il parle aussi directement de la mort de Chris et surtout d'une cérémonie qui a été organisée en son honneur. Mais il va aussi un peu plus loin. L'article, il explique comment les gens de la communauté de Wichita Falls et de la base aérienne de Shepherd, ils commencent à se dire que Chris, il a été tué et que la personne qui l'a tué rôde encore sans doute autour de la base, que leur propre vie pourrait être en danger et que leurs enfants aussi. Mais là, l'article il va conclure avec cette déclaration officielle. La base aérienne de Wichita, le FBI, toutes les autorités affirment que non, il n'y a aucun danger. La mort de Chris était un accident. Autre truc qui peut faire tiquer, c'est que dans le post Reddit, mais aussi dans les commentaires du blog, on parlait toujours de meurtre. Là, on parle d'accident selon les déclarations officielles. Mais bref, l'intervention du FBI, ça me rappelle un autre cas. Ça me rappelle le cas de Charles McCuller, un jeune adulte parti en camping, retrouvé mort dans des circonstances absolument pas compréhensibles, mais là aussi, les autorités ont conclu à un simple accident. Ce qui, pour le coup, quand on connaît le cas, est juste impossible. Et parmi ces autorités, il y avait, encore une fois,
le FBI. Et quand on sait que Christopher Morris a été agressé et qu'il a été battu, on peut difficilement penser qu'il s'agit là d'un accident. Bon, après, à ce stade, vous vous dites peut-être que comme le premier post sur Reddit a ouvert l'affaire à un immense horizon, on finira bien par tomber sur un article sérieux, un vrai dans un média populaire par exemple. Et bah non, les jours passent, les semaines passent, les mois passent, et toujours rien. C'est seulement 2 ans plus tard, seulement 2 ans plus tard, que le nom de Christopher Morris sera mentionné une nouvelle fois. Et une nouvelle fois, c'est dans un post Reddit. Il y a toujours rien d'autre, nulle part ailleurs. Mais en attendant, le post il nous apprend quoi? Absolument rien d'intéressant. C'est de là qu'on sait que c'est le père qui a découvert le cadavre de son fils, certes. Mais sinon c'est juste un post d'un redditeur qui partage son incompréhension par rapport au manque cruel d'informations sur Chris Morris, que la sœur du redditeur, d'ailleurs, a connu personnellement. Mais en vrai, il n'y a pas que ça. L'utilisateur, il ajoute un lien vers Find a Grave. C'est un peu comme un cimetière virtuel où on trouve souvent une petite biographie du défunt, par exemple. Pour Chris Morris, comme on pouvait s'y attendre, il y a quasiment rien. Il y a une seule info en fait qu'on n'avait pas encore, c'est son lieu de naissance. Sinon, il y a aussi une photo de lui et de sa tombe avec écrit Christopher A. Morris Topher. Et donc là, c'est juste clair de chez clair. Cette histoire, elle est bien réelle. Et Chris, lui, il a bien existé. Mais cette page, elle a, on peut le dire, une anomalie. Comme dans un vrai cimetière, on peut déposer des fleurs virtuelles avec un petit message. Sauf que là, avant le post Reddit de 2019, il y avait une seule fleur qui avait été déposée en 2009. Sans aucun message. Toutes les autres fleurs datent de 2020 ou plus et viennent clairement de gens qui ont découvert l'affaire grâce à Reddit. Donc je me pose une question que vous vous posez aussi peut-être. Où sont passées toutes ces personnes qui disaient être des proches de Christopher en laissant des commentaires assez détaillés sur sa vie sur ce blog en 2005? Pourquoi personne n'a interagi avec cette page pendant toutes ces années qui pourtant serait le lieu où on attendrait le plus les proches de Christopher? C'est littéralement un cimetière virtuel. Mais moi, ce qui me fascine le plus, c'est que jusqu'aujourd'hui, Reddit, c'est notre seule source. C'est donc naturellement que sous un post Reddit de 2024, on tombe sur ce qui ressemble à une réponse. Quelqu'un y partage un lien vers un podcast avec une invitée particulière que vous connaissez sans vous en rendre compte. Ou peut-être que vous avez juste pas bien vu. Bonjour, je m'appelle Ashley Morris et je suis la sœur de Christopher Morris. Dans l'épisode 102 du podcast Catch My Killer, l'invité, c'est bien la sœur de Christopher Morris, Ashley, qui était présente dans les commentaires du blog de 2005. Et donc ces commentaires, aussi étranges soient-ils, c'était juste des gens perdus, encore en deuil, 5 ans après les faits. Des proches en détresse qui cherchaient des réponses sur un internet encore balbutiant pour la plupart. Donc naturellement, il y a cet aspect assez peu naturel dans les messages, l'endroit choisi pour les publier qui est pas le plus sensé non plus. En parlant de deuil, la situation d'Ashley, elle a pas changé. Elle le vit toujours. Pas seulement parce que sa famille s'est absolument jamais remise de ce drame, mais aussi parce que l'enquête est au point mort depuis des années. Personne n'a jamais été jugé, aucune piste solide. Enfin, il y en a peut-être une piste qui est vachement triste. Celle qui désigne le père de Christopher Morris comme étant le principal suspect. C'est une situation super dure à vivre pour Ashley, mais elle l'est encore plus pour un père qui essaye de continuer à vivre malgré tout, avec un drame qui le hante et qui le détruit.
Pour inculper le père, d'ailleurs, ils ont absolument aucune preuve. Sur la scène de crime, il n'y a rien, à part une seule petite empreinte retrouvée sur le lave-vaisselle où on a retrouvé Christopher. Cette empreinte, elle correspond tout simplement à aucun des suspects. Parce qu'au début, le père, c'était pas le seul suspect. Il y avait aussi un adolescent qui connaissait Christopher, mais lui, on n'en a plus jamais entendu parler. Parce qu'à peine une semaine après les faits, il est parti s'installer en Floride. Sinon, il y a aussi encore la thèse de l'accident qui prévaut sur celle du meurtre commis par le père. Selon le FBI, pour une raison qui est complètement inconnue, Christopher aurait décidé de se mettre nu et d'entrer dans le lave-vaisselle. Pour une autre raison tout aussi floue, le lave-vaisselle qui ne peut pas s'activer de l'intérieur et qui ne peut que s'activer de l'extérieur, se serait mis en marche tout seul sans que personne d'autre soit là. Mais, dans ce cas, pourquoi on dirait que la police, le FBI, ignore volontairement les traces de coups sur le corps de Christopher? Pourquoi ils font comme si l'agression qu'il aurait subie n'existait pas? En fait, ni la police, ni le FBI n'ignore ces informations. Pourquoi? Parce qu'elles sont fausses. Ashley, la sœur de Christopher, le confirme. Il n'a pas été battu avant sa mort. Il n'a pas été agressé sexuellement avant sa mort. Elle ne comprend pas d'où vient cette rumeur qui circule pourtant depuis 2005. Elle suspecte par contre que ça viendrait de leur cousine, peut-être pour rendre l'histoire plus choquante ou juste pour attirer l'attention. Ou alors, peut-être que c'était même pas elle. On sait pas d'où vient la rumeur. Mais ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est que la maison des Morris, elle se trouve dans une base aérienne, donc une installation militaire. Que ni la police ni le FBI n'ont la moindre preuve contre le père, et pourtant, s'il y a un suspect, il reste leur suspect numéro 1. Et si on nous cachait la vérité? Je le pose là. Et si on nous cachait la vérité? Ce serait loin d'être une première fois. Kevin Ives, 17 ans, et Don Henry, 16 ans, ces deux adolescents retrouvés morts en août de 87 sur une voie ferrée, recouverts d'une bâche près d'Alexander dans l'Arkansas. À l'époque, les autorités elles ont sorti une excuse lunaire, soi-disant qu'ils étaient tellement défoncés au cannabis qu'ils ont fini par s'endormir sur les rails avant que le train ne les écrase. Ça, c'était la version officielle pendant des années, un simple accident. La presse a tout gobé, évidemment, puis de toute façon personne n'a trop remis en question le rapport du médecin légiste, sauf les parents. Et ils ont bien fait parce que le rapport, il était absolument catastrophique. Parce que quand un autre médecin a décidé d'examiner les corps, il a immédiatement découvert que les deux adolescents avaient été tués avant d'être posés sur les rails, donc clairement, il ne s'agissait pas là d'un accident. Bref, je vais pas vous parler de toute l'affaire ici, mais elle est directement liée à Reagan, président à l'époque, et à Bill Clinton, qui était à l'époque de la mort des deux adolescents, gouverneur de l'Arkansas. Mais c'était surtout un futur président. Je ferai une vidéo là-dessus un jour, ça c'est certain. Mais pour revenir à Christopher Morris, ce serait pas surprenant qu'on soit face à une situation similaire, d'où le manque d'articles, d'où les informations quasi inexistantes, et même quand les journaux en parlent, ils en parlent toujours de façon super vague. Et puis surtout, on ne sait rien. Et on saura sûrement jamais rien. C'est une affaire qui stagne depuis des années, peut-être parce qu'il y a vraiment pas assez de preuves, ou peut-être parce que quelque chose ne veut pas que ça avance. C'est une histoire franchement tragique et même frustrante parce qu'entre nous, on sait très bien qu'on aura, et j'ai pas envie de le dire mais je pense que c'est vrai, jamais de réponse sur ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Vous connaissez cet événement, j'ai même pas besoin de dire son nom, vous en avez vu des images partout, et vous connaissez sûrement l'histoire. Au-delà des photos, des vidéos qui montrent l'ampleur des dégâts de l'attaque circulent en masse sur internet depuis maintenant très longtemps.
Mais vu le nombre de gens qui étaient sur place, ou pas loin du moins, avec des téléphones, des caméras, il y a sûrement plein d'angles, plein de moments qu'on n'a jamais vus. Des choses qui ont été filmées, mais jamais rendues publiques pour autant. Pour revenir un peu plus en détail sur l'attaque, vous vous en doutez, le crash de l'avion a complètement détruit pas mal des voies de sortie. Dans la tour sud, à partir du 78e étage, il n'y avait plus qu'un seul escalier praticable. Dans la tour nord, à partir du 91e étage, il n'y avait plus aucun escalier qui était praticable. Des centaines de personnes coincées, jusqu'à 200 personnes finissent par tomber des étages supérieurs, s'écrasant au sol. Ce genre d'images, elles sont rares, très rares. Pourtant, on s'en doute, il y a sûrement plein de gens qui ont dû les capturer sans jamais les publier. D'autres, du même genre, ont simplement sombré dans l'oubli avec le temps. Mais une vidéo particulièrement aurait volontairement été blacklistée d'Internet. Vers 2006, une vidéo commence à circuler autant sur YouTube que sur Dailymotion, une vidéo qui montrerait quelqu'un filmé depuis le sol, tout près d'une des deux tours. La vidéo tournée avec un nom du genre LOL Superman. Pourquoi ce nom? Parce que la vidéo dure moins de 2 minutes. Elle aurait été filmée entre le premier impact à 8h46 et l'effondrement de la tour sud à 9h59. Deux hommes montent les escaliers en direction du World Trade Center, mais ils finissent par aller se réfugier sur un des côtés de la tour nord. De là, ils filment. Ils filment des personnes qui tombent de la tour. Ils les filment qui s'écrasent au sol avant de rapprocher la caméra et de montrer leur corps juste après leur chute. Cette vidéo, elle aurait été censurée partout, sur YouTube, sur Dailymotion et même sur des sites de gore à tel point qu'éventuellement, elle a complètement disparu d'Internet. Mais vous savez où cette vidéo, elle aurait particulièrement pullulé? Sur nul autre que 4chan. C'est comme ça qu'en 2015, même sans pouvoir remettre la main dessus, un utilisateur anonyme lance un thread en demandant aux gens s'ils se souviennent de la vidéo. Il y donne une description assez vague de ce qui lui est resté en tête, tout en précisant qu'à l'époque, les commentaires sous la vidéo étaient blindés de réactions hyper négatives, évidemment parce que c'était utilisé un peu comme une vidéo choc. Mais il fournit pas assez d'informations pour que je puisse décrire la vidéo comme je viens de le faire auparavant. Donc, comment est-ce que moi j'ai pu vous décrire tout ça? Ça, c'est grâce à un post Reddit datant de 2022 sur le subreddit dédié au Lost Media. Là, plusieurs utilisateurs dans les commentaires racontent ce qu'ils avaient vu à l'époque où la vidéo était encore accessible sur certains sites. Ce qui est dingue, c'est que quasi l'intégralité des descriptions concordent. Donc, si on part du principe que tout le monde parle de la même vidéo, celle dont un anonyme a déjà parlé sur 4chan en 2015, la probabilité qu'elle ait réellement existé et que ce soit pas un hoax, une fausse vidéo en gros, est hyper élevée. D'autant plus que le 22 novembre 2022, un utilisateur du nom de Executor Max sur Reddit poste un message où il nous explique qu'il a contacté le musée du 11 septembre à New York pour leur demander s'ils avaient pas par hasard cette vidéo dans leurs archives. Et là, le musée n'a pas nié, ils l'ont un peu envoyé balader, ils ont évité de répondre directement, mais ils ont jamais dit que la vidéo n'existait pas. Et même le FBI, quand un utilisateur du nom de CoolBig1520 leur a envoyé un mail pour leur demander s'ils avaient la vidéo LOL Superman, ils ont aussi pas nié. Ils ont simplement refusé de la partager en précisant que c'est parce qu'elle sert de preuve dans une affaire criminelle en cours, très probablement une affaire criminelle liée à l'un des acteurs de l'événement. Mais là où ça commence à poser problème, c'est que des vidéos qui montrent des gens tomber des tours jumelles, il y en a pas mal quand même qui sont publiques, c'est pas si rare. Après, ce qui distingue vraiment la vidéo LOL Superman des autres, c'est ce détail. Les cadavres sont montrés de très près. Mais ça, cette partie-là, on la trouve nulle part. Il n'y a aucune image. Et en fait,
c'est là où il est le vrai problème, c'est qu'il y a juste aucune preuve qu'à un moment, cette partie-là, dans une des vidéos, existait. D'ailleurs, même la supposée miniature de la vidéo LOL Superman, elle a été débunk. Il y a eu d'autres vidéos suspectées d'être l'original, mais pareil, débunk, ou alors il s'agissait de vidéos qui ont juste jamais porté ce nom-là, et qui ont jamais montré de cadavres. Du coup, beaucoup de gens commencent à penser que c'est juste un souvenir erroné, un mélange de vraies vidéos qui, au fur et à mesure dans la tête des gens, ont formé un collage qui a jamais existé tel quel. Et même les mails envoyés au FBI, au musée, ils prouvent absolument rien. C'est juste des refus. Ces refus, pour autant, ils sous-entendent pas qu'ils ont la vidéo. Moi, en tout cas, c'est ce genre de lost media qui me fascine le plus, ceux dont on ne peut ni prouver l'existence, ni l'inexistence. Parce qu'en fait, il y a un truc très magnétique, parce que quand tu sais qu'un truc existe, t'as une base, t'as un certain point d'ancrage. Mais dans le cas où tu sais pas si ce truc en question existe, c'est presque comme une légende urbaine. Et d'ailleurs, depuis longtemps, je me disais que je voulais faire une vidéo sur ces cas-là, ces lost media qu'on ne peut pas prouver. Mais moi, je sais pas si de votre côté, vous avez encore de l'intérêt pour ce genre de sujet comme moi j'en ai. Si jamais c'est le cas, dites-le moi et je ferai une vidéo sur ce sujet avec grand plaisir en vous présentant des trucs que vous avez jamais vus, dont vous avez jamais entendu parler. Maintenant, il est temps de traiter d'une anomalie. Il y a 6 ans, on est sur le subreddit r/fakenames ou r/faux-noms. ZubZub30 fait un simple post. Juste un titre, rien d'autre. Tots Honeychurch. Ce nom, il va parler à beaucoup de gens, étrangement. Tous ces gens, ils ont un point commun. Ils ont reçu des mails profondément incohérents, parfois flippants, de la part d'une certaine Tots Honeychurch. Et quand je dis beaucoup de gens, c'est vraiment beaucoup de gens, des facs entières, des lycées entiers, des entreprises dont tous les mails sont privés. Là, on se demande évidemment si c'est un bot, si c'est une personne psychotique ou potentiellement même un troll. On peut assez facilement mettre de côté l'idée du bot qui vous spamme pour vous vendre des trucs par exemple. Parce que les mails ils partent dans tous les sens, c'est autant des biographies étranges de personnes inconnues pour la plupart que des commentaires insensés sur des éléments de pop culture, que des commentaires sur des meurtres, que des messages alarmants comme quand elle affirme que la fille d'Elvis Presley, Lisa Marie, s'appelle en fait Jackie quand elle est à Hawaï, et qu'elle aurait été agressée sexuellement dès son plus jeune âge. Mais la plupart du temps, en vrai, on comprend juste rien à ce qu'il y a écrit. Il y a certes des récurrences comme la mention d'un certain Mike Misk, ou encore le fait qu'on dirait que tout est lié constamment, de près ou de loin, à Hawaï, mais sur des mails contenant plus de 400 pages de contenu pour certains, on en retient une seule chose, l'absurdité. Qu'est-ce qui se passe ? La première chose qui vient à l'esprit, c'est de chercher Tots Honeychurch sur Google, voir si on trouve quoi que ce soit de plus tangible. C'est ce que plusieurs utilisateurs ont fait, découvrant un site parmi d'autres. Trouvaille, un site vide à l'exception d'un texte qui parle de son activité principale selon ses propres dires, qui est de se présenter par mail à des universités. Donc ces mails qu'elle envoie, elle les voit comme des sortes de présentations. Elle parle aussi de ses projets d'avenir, notamment d'acheter une maison sur la plage de Makaha, adopter 2 enfants, un enfant purement caucasien, un autre purement hawaïen, et je vais pas vous décrire tout ce qui est écrit sur le site, parce que c'est un peu du charabia. Donc, ok, mais là où ça devient plus concret, c'est quand on voit que Tots Honeychurch, c'est une ex-candidate démocrate des élections à Hawaï et qu'elle a perdu. En fait, elle est même dernière des élections de 2016. On va notifier sa photo parce que quand on cherche des comptes sur divers réseaux sociaux portant son nom, on trouve un compte LinkedIn ne comportant pas sa photo mais
Une photo qui semble être celle d'Adriana Lima, une supermodèle des années 2000. Néanmoins, le compte est localisé à Hawaï. Et apparemment, elle était en formation d'ingénieur à une fac d'Hawaï entre 98 et 2020, ce qui correspond à ce qui a été dit dans certains de ses mails. Et surtout, ça renforce le fait que Todd, c'est tout sauf un troll. Ça, vous l'aviez peut-être déjà compris. Mais, alors, j'aime pas dire ça. Mais attendez de voir parce que Tots elle est liée à deux trucs assez sordides. Ou du moins il y en a un où on n'est pas sûr, mais on le suspecte. Avant d'y venir, en cherchant son nom de famille, il y a aussi un compte Twitter qui est pas intéressant. Néanmoins, son nom. Son nom de famille, il est reconnaissable. Malheureusement, reconnaissable. C'est là, à cet endroit, que dans un fût bleu, un chasseur découvre le 10 novembre 1985 le corps d'une femme entre 23 et 33 ans et celui d'une petite fille d'environ 8 ans, toutes deux enroulées dans un vulgaire plastique, tuées par traumatisme contondant. Je vais pas vous détailler toute l'affaire parce qu'elle est longue, mais sachez qu'un autre fût sera retrouvé à côté du premier, 15 ans plus tard, en 2000, contenant à nouveau deux corps, dont celui d'un nourrisson. Là où je veux en venir, c'est que parmi les deux premières victimes, on a réussi à identifier la femme adulte. Elle s'appelait Marlise Honeychurch, et elle avait 24 ans au moment de sa mort. Et en fait, la plus jeune victime, donc le nourrisson, mais aussi l'enfant la plus âgée parmi les 4 victimes, c'est ses filles. Et elles ont pas le même nom de famille que la mère, donc Honeychurch, parce que Marlise a eu ses enfants avec 2 hommes différents. Mais ce qui est fou, c'est que plusieurs fois, Todd Honeychurch a affirmé que sa mère avait été tuée quand elle avait 8 ans et qu'on l'avait enlevée de force de son état d'origine pour l'emmener à Hawaï. Alors oui, le New Hampshire, là où les corps ont été retrouvés, et là où on suspecte d'où vient Todd Honeychurch, c'est pas à côté non plus d'Hawaï, je parle. Mais à aucun moment, Todd semble mentir. À chaque fois qu'elle parle d'éléments de sa vie personnelle, on a pu à peu près les vérifier par ses mails. Alors, est-ce que le fait qu'on puisse potentiellement la lier à cet horrible cas, ça nous aide à mieux la comprendre? Pas vraiment, mais ça montre à quel point on essaie de gratter des informations comme on peut, de supposer comme on peut, tant il n'y a rien de concret sur internet à son sujet, et encore moins à comprendre. Mais là, on va en venir à 2 autres trouvailles, entre guillemets, qui vont mettre un terme à cette section de la vidéo. Sur le forum Football Guys, des gens vont découvrir qu'elle envoyait ce genre de mail déjà depuis 2010 et que c'est là qu'elle parlait le plus souvent de son kidnapping vers Hawaï. En parlant de kidnapping et d'ancienneté, un sujet très souvent mentionné dans ses mails plus récents, c'est celui de l'innocence de Mike Misk dans une affaire qui concerne la disparition d'un certain Jonathan Fraser. Jonathan Fraser, c'était l'ami du fils de Mike. Tous deux étaient sur la route quand, soudain, accident. Le fils de Mike meurt, Jonathan survit, tout en étant blessé. Pour une raison ou une autre, Mike a accusé Jonathan Fraser pour la mort de son fils et il a mis un plan en marche pour le buter de ses propres mains. Pour ce faire, il a demandé à sa femme d'inviter la copine de Jonathan au spa et de déposer Jonathan dans un appartement de Mike pendant qu'il attendait sa copine. Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a plus jamais revu Jonathan Fraser. Mike, lui, est mort en prison le 1er décembre 2024, apparemment d'une overdose, après avoir écopé d'une peine maximale pour sa participation au meurtre de Jonathan Fraser, ainsi que pour plusieurs autres fraudes fiscales. C'est ce type que Todd Honeychurch, pour une raison ou une autre, défend fervemment. Et ce, encore aujourd'hui, parce que ces spams, ils ont pas cessé, ils sont toujours aussi erratiques, et lentement, elles commencent à prendre une place encore un peu cachée dans le paysage d'internet.
comme étant une sacrée anomalie. Je suis désolé de pas avoir le fin mot de l'histoire en vrai, je suis aussi désolé si pour vous cette section de la vidéo c'était un petit peu un ramassis d'absurdité. C'est un cas intéressant et j'aimerais juste qu'il soit davantage popularisé en espérant un jour avoir un semblant de réponse, ne serait-ce même qu'une simple piste. Sur YouTube, il y a une énorme quantité de chaînes bizarres qui sont pour certaines des ARG, mais il y en a aussi pas mal qui sont tenues par des personnes qui montrent certains signes de troubles mentaux par exemple. Et là, il y a une vraie difficulté, soit celle de savoir à quoi on a affaire. Un ARG, c'est immersif, donc évidemment souvent, ça va pas dire clairement que c'est de la fiction ce qu'on voit. Ce qui fait qu'en tombant sur certains types de contenus, eh ben on est un peu perdu. Mais il y a des moyens. Un moyen, pas infaillible, mais souvent utile pour faire la différence. Jetez un coup d'œil à ça. Plus de 1000 vidéos pour à peine 260 abonnés, avec des publications qui remontent à plus de 4 ans. Ça, c'est pas un ARG. Cela dit, je précise, c'est peut-être juste quelqu'un qui documente sa vie de façon un peu excentrique. Je dis pas forcément que la personne elle a un trouble psychologique, et même si c'était le cas, c'est pas grave. C'est juste que, même là, la frontière elle est un peu floue, vous allez voir. On va commencer par du basique. Sa photo de profil, on dirait bien que c'est lui vu qu'il apparaît dans pas mal de ses vidéos, souvent d'ailleurs de façon un peu particulière. Sa description de chaîne nous donne quelques indices sur ce qu'on peut y trouver. En coréen, il est écrit « Il peut s'agir d'un poème ou d'une œuvre, d'une histoire, d'une citation, mais aussi d'une collection de mots qui flottent dans l'air et qui constituent un résumé. » Pour le reste, c'est surtout des mots-clés qui résument les thèmes abordés sur sa chaîne, et il y en a un qui revient très souvent. Love Letters, ou Lettres d'amour. Ses premières vidéos, c'est surtout des espèces de vlogs filmés en dashcam pendant qu'il se balade à travers le Canada. C'est là que quasi toutes ses vidéos se passent. Et niveau son, on est sur des musiques souvent bien copyright, donc je vais éviter de mettre des extraits audio. Pour le moment. Parfois aussi, il poste juste de la musique classique. Là encore, pas d'extrait évidemment. Mais visuellement, il y a pas mal de miniatures qui attirent l'œil, comme celle-ci par exemple, nouveau visage. Dans la description, il y a juste le mot agitation, mais la vidéo en soi, c'est juste un diaporama d'images. On y voit Happier Journey, mais aussi plein d'images de cette femme, ou plutôt de ces femmes, que j'ai jamais retrouvées sur sa chaîne. Puis c'est là que ça commence à devenir un peu clair, que ce soit la description ou cette vidéo, le sujet des femmes, c'est sans blague le thème central de sa chaîne. Mais très tôt sur sa chaîne, justement, et un peu du jour au lendemain, son contenu bascule. On se retrouve avec plein de vidéos, plein de miniatures qui parlent de ces soi-disantes lettres d'amour. Ce qui intrigue sur certaines de ces miniatures, au-delà du mot love letter, c'est ces images étranges. Parfois on dirait que c'est lui, parfois pas vraiment. Bon, on va juste cliquer sur une vidéo pour voir. Ouais, on retrouve bien l'image à gauche de l'écran, et comme le titre le suggère, c'est une sorte de lettre d'amour qui défile sous nos yeux. On va s'arrêter là parce que c'est quoi cette image? Puis, qui a écrit cette lettre? C'est quoi cette manie de coller à gauche de l'écran des images de personnes? Parce que, pour une raison ou une autre, c'est des mécaniques qui répètent dans quasiment toutes ces vidéos. Cela dit, il les varie un peu. Parfois, il cale carrément l'image d'une femme juste à côté de lui. Des fois, elle est clairement visible, d'autres fois, on la distingue à peine. Mais cette bizarrerie
Faut la mettre en parallèle avec autre chose. Le texte et la voix Google Trad, parce que parfois la lettre apparaît sous forme de texte dans ces vidéos, parfois c'est une voix Google Trad qui les lit. En tout cas, ces lettres d'amour sont souvent adressées à un certain Sego. Je vous préviens, j'ai épluché un bon paquet des vidéos de Happier Journey, c'était un enfer. Et pas toutes évidemment, hein, mais pas mal. Et on n'a aucun moyen de confirmer que Sego c'est le nom du gars qui tient la chaîne. Son nom y revient régulièrement certes, et c'est tout ce qu'on sait quoi, y a pas de preuves. Par contre, il y a un truc qu'on peut plus ou moins confirmer. Pour ce faire, je vais brièvement vous parler de 2 autres vidéos, et on en viendra rapidement au summum de l'étrange de la chaîne Happier Journey. La première, elle est sortie peu de temps après celle qu'on vient de voir. Elle s'adresse encore à Sego. Il s'agit encore d'une lettre d'amour, sauf que cette fois-ci, on dirait bien que c'est pas rédigé par la même femme. Que ce soit dans le ton ou dans ce qui est dit, c'est différent. On apprend juste que cette femme, c'était une ex-infirmière. La deuxième vidéo, elle sort 2 ans après les précédentes. Cette fois, c'est une femme ukrainienne qui parle à Sego. Et encore une fois, c'est une infirmière. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que sur les centaines de lettres d'amour présentes sur la chaîne, c'est presque, si ce n'est toujours, une personne différente qui les écrit. En fait, on n'a aucune idée d'où viennent ces lettres d'amour. Est-ce que c'est lui qui les écrit? Est-ce qu'il les trouve quelque part? J'ai beau avoir cherché des bouts de ces lettres sur internet, j'ai jamais rien trouvé qui corresponde. Et pareil pour les personnes qui ont recherché ce cas. Ils ont jamais rien trouvé, on dirait des lettres fantômes. Mais du coup, il y a quand même une dernière hypothèse. Et si c'était des escortes ou ce genre de service, disons, qui lui envoyaient ça? Et si c'était juste un homme un peu seul qui demandait à recevoir ce genre de lettres? Ça expliquerait pourquoi il en a autant et pourquoi jamais une seule de ces lettres a été retrouvée ailleurs. Et si c'est bien le cas, alors va falloir expliquer 2 vidéos en particulier. 2 vidéos parmi les plus étranges de toute la chaîne. C'est d'ailleurs les mêmes que le youtubeur Goosebooze a utilisé pour montrer à quel point Happier Journey peut devenir perturbant parce que il les a vraiment bien choisis et c'est grâce à lui que j'ai connu le sujet. Donc je vais les reprendre. La première sort le 22 décembre 2022. La lettre commence assez normalement, mais contrairement aux vidéos plus anciennes, on retrouve un peu partout dans le texte des X, une sorte de censure. Et en plus de ça, il y a énormément de fautes d'orthographe, y compris de tournures de phrases très peu naturelles. D'ailleurs, la lettre est étrangement découpée en jours. Le 20 mai 2020, par exemple, à 8h du matin, quelqu'un lui demande ce qu'il a mangé au petit-déj. Lui dit que c'est la 520e Saint-Valentin et que 520, ça veut aussi dire « je t'aime ». Ok. Elle ajoute que puisqu'elle l'aime, elle va lui préparer un petit déjeuner différent chaque matin. 7 minutes plus tard, même jour, nouvelle lettre, ou nouvelle entrée, appelez ça comme vous voulez, où la rédactrice explique qu'elle veut donner tout son amour, tout ce qu'elle a, qu'elle est prête à tout pour Happier Journey, et qu'elle attend de voir comment lui va lui rendre ça, peut-être avec un sexy kiss. Mais là, grosso dans le temps, on est 6 mois plus tard, et le ton de la lettre change complètement. The 16th of September 2020, 1:58 p.m. I am awake at this inpatient ward in the hospital. I don't know how I affected the virus. I just feel sick, have fever, suddenly cannot take a breath in some moment. Maybe my health is not good enough to protect myself from the virus. These days I think about life and death a lot. Have you think about that before? Life is short. I think I work too hard. I have not enjoyed my life so much. I have much regret for my life. I am afraid I will leave here. Try myself to keep on, but I am too weak. Did you have that feeling before? Feel the helpless? I try to hold my life, but it is too hard. If I leave, will you remember? There is someone say these words to you? Vous l'aurez remarqué, ça a été traduit aussi littéralement que possible, mais ça s'arrête pas là. Non. The 17th of September 2020. Outside, the weather is sunny. It seems that autumn is coming. I can see the fallen leaves from the window. When I am awake, I try to see outside. Is there all the white in the isolation ward and just 1 or 2 doctor or nurses to come when it is time to check my situation here in the day or night?
can see someone cry or shout in the first 2 days. I am frightened about this hospital, but now I calm down. Life is crazy. No one will know what happened in the next moment till last week. I never know would get the virus. I never think about I would lay on this room all the time. I never know I cannot talk to anyone. I cannot walk outside. Now I think I am in jail. No one can help. No one can come at me. No one can conform me. I am sick. I am helpless. And I cannot cry. La vidéo se termine sur une partie non datée, cette fois-ci avec le même ton qu'au début puisque ça revient sur le thème de l'amour inconditionnel, mais cette fois c'est une autre femme qui écrit. Ce genre de lettres, entrecoupées de messages plus cryptiques et dérangeants, c'est pas courant mais c'est pas non plus inédit sur sa chaîne. On va regarder une dernière vidéo qui reprend exactement ce schéma, avec les mêmes thèmes, les mêmes bizarreries. Mais on va atteindre le sommet de ce qui est connu du moins de l'étrangeté de la chaîne Happier Journey. Cette vidéo sort le 22 décembre 2022. La lettre commence comme souvent, une femme séductrice qui cette fois s'appelle Lena. C'est d'ailleurs la seule fois où ce prénom est mentionné parmi toutes les vidéos que j'ai pu voir. Elle répète des phrases assez classiques par rapport à ce qu'on a déjà vu, sauf que là c'est encore plus sexualisé que d'habitude. Mais ensuite, la lettre dérape. Elle commence à parler d'un événement survenu le 4 juillet 2022 à Chicago. En cherchant, j'ai trouvé qu'elle parlait d'une tuerie de masse perpétrée par Robert Eugene Crimo III, qui a tué 7 personnes et en a blessé 48 autres, à peine 15 minutes après le début d'une parade pour le jour de l'indépendance. La rédactrice, elle évoque ça juste pour poser une question. Est-ce que les Américains devraient perdre leur droit au port d'armes? Mais ce qui rend tout ça encore plus bizarre, c'est qu'on est censé lire une lettre d'amour, un message intime, affectueux, même dans ce cas qui est érotique. Alors pourquoi ça part dans une réflexion sur une fusillade de masse? Mais surtout, pourquoi ce qui va suivre? 1525 September 16, 2022. Marina, 40 offline Odessa. Ukraine 12 photos send gifts like more if it weren't for that incident. I never would have thought that people could be worse than the devil. It was a long time ago. It was an ordinary sunny day. My husband and I were spending time together until evening as usual, and then we went to bed. Nothing foretold trouble, but then we woke up to a loud sound. My husband decided to check what was going on. After that I stopped hearing him. I got very scared and hid in the closet. Then I heard footsteps and someone's conversation. I thought I was finished. But they didn't go to check the whole house and look for me. They just took all the money and all my jewelry. When I heard the sound of the door slamming, I thought the horror was over. I went out into the hallway and saw my husband lying unconscious. At that moment a huge flame engulfed the house. It felt like everything had been planned. I had to run to the window. I dragged and threw my husband through the windows and got out of the burning house myself. That's the horror. Confused face, are you circumcised? 12:30 today. You don't like to share your woman with others? Or do you? If a woman betrays you, will you forgive her? 23:29 today. Bon, on va s'arrêter là. On va résumer un peu ce qui se passe, ce qu'on peut comprendre. Déjà, la présence féminine, c'est une énorme récurrence, que ce soit dans les lettres, dans les vidéos, dans des détails très discrets ou carrément évidents. Je vous ai montré la vidéo New Face au début, mais il y en a d'autres dans le même délire. Et ça commence dès les premières publications de sa chaîne. Ensuite, vous avez sûrement remarqué qu'il est souvent question de près ou de loin d'hôpital, que ce soit via des mentions directes ou via ces femmes qui lui écrivent des lettres et qui dans certains cas travaillent clairement dans le secteur médical. Au final, on peut pas confirmer qu'Happier Journey s'appelle Sego, mais c'est un nom qui revient tellement souvent, surtout dans les lettres évidemment, qu'on peut se dire que c'est une possibilité. Même si Happier Journey est d'origine asiatique et que Sego, apparemment c'est un prénom hongrois. En vrai, même si c'était un prénom polynésien ou autre,
ça changerait rien. Le fait est qu'on ne sait pas à proprement parler qui tient cette chaîne, ni pourquoi. Plutôt, on parlait de troubles mentaux, mais honnêtement, est-ce qu'on serait pas juste face à quelque chose de beaucoup moins étrange que ce qu'on pourrait croire? Peut-être que c'est juste un boomer qui comprend pas trop les codes d'internet. Ouais, ça explique pas tout, si ce n'est peut-être le style très étrange des vidéos. Mais pour moi, c'est clairement l'hypothèse la plus probable. Happier Journey, c'est une vraie curiosité, et en soi, il a rien fait de mal. Mais perso, je vous le dis, franchement, je sais pas pourquoi. Vraiment. Sa chaîne, son contenu... Il y a un truc qui me met mal à l'aise. Peut-être que vous, ça vous fait rien du tout, hein, et je doute pas de ça. Mais moi, il y a un truc qui me dérange profondément, sans que j'arrive à mettre le doigt dessus. Et pour le prochain sujet maintenant, je pense que le malaise et le dégoût, il est absolument unanime. Le subreddit r/relationship advice, c'est probablement l'un des subreddits des plus glauques, des plus dérangeants qui ait pu exister sans même le vouloir. C'est un endroit censé être dédié à la demande de conseils sur des relations très souvent amoureuses, mais forcément ça attire aussi des gens dans des situations extrêmes de stalking, d'abus psychologiques, de violence en tout genre. Mais le vrai prédécesseur de ce subreddit, c'est un board sur 4chan, R9K. Et vous vous en doutez, si sur Reddit c'est déjà un endroit assez problématique, parmi les plus problématiques, sur 4chan avec le temps c'est devenu tellement pire. Aujourd'hui c'est très simple, R9K c'est un repère d'incel. Il y en a même qui considèrent que c'est le pire board de tout le site, rien que pour ça. C'est donc presque naturel que ce soit sur ce board qu'on tombe sur ce que beaucoup de gens considèrent comme l'utilisateur 4chan le plus répugnant, le plus dépravé de tous. Je vous préviens tout de suite, c'est un sujet lourd. Si vous n'êtes pas dans un bon état mental, passez cette partie. Vraiment. On est maintenant le jeudi 12 novembre 2020, il est 23h50, un anonyme poste ce message. Ma sœur vient de trouver mon coin à hentai et ma collection de bouteilles. Elle vient d'en parler à toute ma famille. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Ma sœur est entrée dans ma chambre pendant que j'étais aux toilettes. Ma famille habituellement entre jamais dans ma chambre. Et le pire, c'est que ma sœur en a parlé à ma mère et à mon père. Ils ont fini par aussi entrer dans ma chambre pendant que j'étais aux toilettes. Et ils l'ont vu aussi. J'ai envie de mourir maintenant. Que toute ma famille sache à quel point je suis un dégénéré, ça me donne envie de me buter. J'ose même plus les regarder dans les yeux. Ils me regardent comme si j'étais un pur monstre. Malheureusement, à première vue, c'est un post qui choque pas tant que ça quand tu connais un peu le board. Parce que quand un mec commence à parler de sa collection de bouteilles, de son coin à hentai, pour ceux qui savent pas d'ailleurs ce que c'est le hentai, et franchement j'étais bien content de pas savoir avant, c'est juste des persos d'anime dans des situations sexuelles. Bah ouais, sur R9K, tout le monde sait plus ou moins à quoi il fait allusion. Il y a quand même des mecs qui lui posent des questions pour confirmer ce qu'on redoute tous. Ils obtiennent leur réponse. Ils parlent bien de bouteilles remplies de pisse qu'ils collectionnent. Pour le coin à hentai, c'est encore un petit peu flou au début. Mais avant d'entrer dans les détails, il y a ce commentaire d'un utilisateur qui mérite d'être cité. Il lui propose d'aller à la salle de sport, de trouver un taf, de reprendre sa vie en main. Et honnêtement, c'est cool de voir ça parce qu'au début, il y a encore beaucoup d'espoir. Sauf que l'anonyme, il répond pas à tous ces encouragements. Non, il va plutôt se concentrer sur les questions glauques, celles à propos de sa collection et de son coin à hentai. C'est là, en lisant sa réponse, que les autres utilisateurs ne vont plus jamais le lâcher. Je collectionne des bouteilles vides et des bouteilles que je remplis de pisse, et chaque fois que j'ai fini de me branler sur du hentai, je conserve et je rassemble les tissus dans lesquels j'ai éjaculé. Puis je les jette dans ma pile de sperme ou montagne à hentai, comme j'aime tant l'appeler. Sauf que ma famille était absolument pas censée voir tout ça. Mais ils l'ont vu, puis ils m'ont regardé comme un malade mental après avoir vu ma chambre. Je me sens tellement mal en ce moment, j'ai l'impression que je peux plus les regarder dans les yeux après qu'ils aient su à quel point leur fils est un raté. Avec ça, il y a une image qui montre exactement ce qu'il a décrit. On voit que sa montagne à hentai est collée à son coussin, et même, regardez le sol, c'est immonde. D'ailleurs, je comprends pas comment sa famille a pas foutu un pied dans sa chambre plus tôt. Comment ça, là, ça peut rester inaperçu aussi longtemps? C'est clairement pas arrivé du jour au lendemain. C'est une accumulation sur des mois, des années. Vous commencez du coup à voir que on parle pas juste d'un mec crade, c'est un mec profondément dégueulasse, et plus on lui pose de questions, plus il s'enfonce. Les réactions forcément elles sont vives. Il y en a, bon bah c'est 4chan qui le soutiennent, qui le traitent de vrai Tchad parce qu'il ose assumer une abomination pareille. Mais la majorité, elle est choquée. Les gens comprennent pas comment
comment on peut laisser la négligence aller aussi loin. Et donc il lui demande « Mais comment tu peux te permettre tout ça ?» C'est là qu'il va sortir une explication lunaire. Il y a quelques années, il avait invité une fille chez lui. Et cette fille, elle aurait bu par inadvertance une gorgée d'une de ses bouteilles de pisse. Elle croyait supposément que c'était du thé. Quand elle a capté que le goût il était un peu inhabituel et que l'anonyme lui a révélé que c'était sa pisse qu'elle vient de boire, elle a pété un câble, normal. À 2 doigts de partir, l'anonyme se serait mis à rire. Il lui aurait alors demandé « Elle a quel goût ma pisse ?» Là, tout aurait basculé. Elle se serait agrippée à lui. Il dit qu'elle a radicalement changé d'attitude. Tout ça parce qu'il a assumé à quel point il était sale, parce qu'il a eu confiance en lui et que c'est ça qui l'aurait attiré. Et dans cette même logique, il continue d'assumer à fond tout ce qu'il fait. Quelqu'un lui demande un timestamp, une vraie preuve en gros que la chambre sur la photo c'est bien la sienne. Il répond donc en prenant une nouvelle photo. Il la poste. J'ai eu des relents gastriques. Faut se dire que c'est là que ce mec dort. À ce moment-là, il y a des gens comme moi qui pètent un câble supplémentaire. Ce qu'ils voient dépasse largement ce que leur cerveau avait pu imaginer de pire. Donc les questions pleuvent encore une fois. Comment cette merde n'empeste pas? T'es devenu tellement habitué à l'odeur que t'es devenu insensible. Pour te dire, ma chambre entière empeste la merde et le sperme. Je vis comme ça depuis des années. Je suis habitué maintenant. Tu n'es pas seul, anonyme. Je vis moi-même dans une benne à ordures absolue. J'éjacule dans une poubelle, ensuite je mets ces déchets sur mon lit. J'ai pas changé les draps depuis que je les ai d'ailleurs. Chaque jour, je me réveille avec des oreillers graisseux. Je posterai bien une photo, mais je veux juste pas être reconnu. Mais d'autres veulent creuser davantage. Enfin, du moins, ils veulent en savoir davantage sur sa situation. Anonyme, j'ai du mal à croire que tu vis avec ta famille quand je vois ça. Avec toute cette merde. La puanteur doit déjà avoir inondé toute la putain de maison. Quel genre de relation t'as avec ta famille? Comment ça a pu durer si longtemps? Anonyme, je quémande une visite de ta chambre, s'il te plaît. Ce message-là, celui que 4chan va rapidement surnommer Crustanon, Crust pour croûte à cause de l'état de son corps, attendez un peu, il décide d'y répondre aussi. Cette fois, on voit l'entièreté de sa chambre. Des gens continuent de l'encourager. Des gens essayent de comprendre ce qui a pu l'amener à sombrer à ce point. Ils cherchent les causes profondes de son état. Un mec lui demande plus spécifiquement s'il traverse pas une dépression, si sa famille l'aime, s'il a pas envie juste un peu de nettoyer sa chambre, s'il pourrait pas essayer d'arrêter de se toucher la nouille, au moins de le faire un peu moins souvent. Il lui demande aussi s'il a pas une passion, un truc qui pourrait le sortir de là. Mais non, Crustanon va ignorer la plupart de ces questions. Ce qu'il va faire en revanche, c'est poster un nouveau thread. La dernière fois que je me suis douché, c'était fin 2019. Posez-moi n'importe quelle question. La première question, vous vous en doutez, c'est la curiosité qui remonte, c'est des gens qui lui demandent si son corps est à l'image de sa chambre. Il va pas poster de suite l'état de son corps, il va se contenter de le décrire. Quand un utilisateur lui pose cette pelletée de questions. En général, tu bouges pas beaucoup. Moi, je me suis douché qu'une fois tous les 6 mois depuis mi-2019 environ. Mais l'odeur est même pas si mauvaise. Probablement parce que, du coup, je suis hyper sédentaire. T'as des démangeaisons ou un inconfort? Mais je suppose que la question la plus évidente, c'est pourquoi? En fait, j'ai une deuxième couche de saleté verte sur ma peau. On peut la peler ou la gratter, et ça prendrait des siècles avant que tout ne parte, et c'est répugnant. En fait, ce qui est terrible, c'est de voir qu'il comprend depuis tout ce temps à quel point ce qu'il fait, c'est malsain et c'est répugnant, mais qu'il a juste pas la force de changer quoi que ce soit. Et ça, ce serait pour plusieurs raisons. Il explique qu'en 2019, soit l'année où il a arrêté de se toucher, c'est aussi l'année où il a mis fin à sa thérapie. Une thérapie qu'il a suivie pendant des années, sans jamais en tirer quoi que ce soit. Il a beau avoir changé de thérapeute, de méthode, rien n'a jamais marché. Ces thérapies, elles ont commencé vers 2011 quand il avait 12 ans, parce qu'à ce moment-là, une dépression l'a frappé de plein fouet. Une dépression qui le suit encore aujourd'hui, contrairement à ses amis et à une bonne partie de sa famille qui, eux, ont fini par partir. À l'époque où il poste ce thread, en 2021, il a 21 ans. Il vit à Berlin-Est, chez sa grand-mère qui ne le supporte plus depuis longtemps. Donc il sort juste plus de sa chambre. Il a même fini par barricader sa seule fenêtre. Crustanon, c'est devenu une coquille vide qui attend juste de mourir. Une fois que t'interagis plus avec les gens, t'as plus de raison de te laver. Tout ce qui reste de Crustanon, en 2021 du moins, c'est cette identité qu'il s'est bâtie sur 4chan, celle de l'utilisateur le plus répugnant et probablement de l'utilisateur parmi les plus déprimants que le site ait jamais connu. Et c'est pour renforcer cette dernière once d'attention, cette illusion d'existence qu'il va commencer à poster des photos. Des photos que, personnellement, je vais pas trop vous montrer. Enfin, il y en a que je vais juste flouter, d'autres que je préfère même pas afficher. Je les ai vues et honnêtement, j'aimerais ne jamais les avoir vues.
Le lundi 15 février 2021, il poste une photo de son ventre, et ce 13 mois après avoir arrêté de se laver. Une photo qui vient compléter ce qu'il disait déjà sur l'état de sa peau. Le lendemain, il poste une autre image. Cette fois, son ventre après 24 mois sans douche. Je floute cette photo, mais pour vous donner une idée, c'est ce qu'on vient de voir, mais il y en a plus, et on dirait juste que ça a fusionné avec sa peau. Plus tard, dans la journée du 16 février, il poste une photo de son sexe. Là, je vais rien montrer, rien du tout. Il explique que c'est la partie de son corps qui empeste le plus, que l'odeur s'apparente à celle d'un poisson mort, et que cette odeur est comme intégrée au mur de sa chambre maintenant. Son sexe a aussi un petit problème que je vais pas décrire ici, parce que sincèrement, c'est un motif supplémentaire pour gerber. La dernière photo, elle est postée quelques minutes plus tard. C'est une photo de ses pieds que je vais définitivement flouter parce qu'il y a des putains de champignons et cette même croûte de saleté incrustée dans sa peau. En vrai, il y a d'autres images, mais on va s'arrêter là, parce que lui aussi, il s'arrête là. Le lendemain à 16h, il poste son dernier message, son tout dernier. Anonyme ici, on se revoit tous en 2022 quand j'aurai passé une autre année sans me doucher, et quand je vais créer un nouveau thread. J'apprécie vos efforts, mais je suis un putain d'échec. Un perdant jusqu'au bout. Ma vie ne fera qu'empirer, je ne peux plus rien faire seul. À vrai dire, je sais pas comment finir cette partie de la vidéo. C'est tragique de voir comment quelqu'un peut sombrer si profondément dans un certain mal-être. Voilà, je sais pas comment conclure cette partie de la vidéo, donc je pense qu'on va juste terminer la vidéo sur ça.